Au cœur des brumes d'Elbaf, une vérité ancienne commence enfin à se dévoiler sous nos yeux. Le chapitre 1154 nous projette dans une époque où la forge n'était pas un simple métier, mais un art divin. Les géants n'étaient pas seulement des guerriers, mais les véritables ingénieurs du siècle oublié. Leur longévité exceptionnelle leur a permis de perfectionner des technologies dépassant l'entendement humain actuel. C'est ici, sur ces terres sacrées, que les fondations des armes antiques ont été posées pour la première fois. Imaginez une puissance capable d'effacer des îles entières, conçue par des mains colossales. Le lien entre Elbaf et le royaume oublié n'est plus une simple théorie de fans. Les récits parlent de l'or d'Elbaf, une substance mystérieuse qui servait de conducteur d'énergie. Cette énergie n'était pas électrique, mais puisée directement dans le cœur de l'arbre à dents. Le chapitre révèle que Pluton n'était pas seulement un navire, mais une forteresse vivante. Sa coque a été forgée dans les feux souterrains que seuls les géants peuvent supporter. Mais pourquoi les bâtisseurs ont-ils cessé leur œuvre avant l'achèvement total? Une trahison au sein de la famille royale d'Elbaf a tout changé il y a 800 ans. Les textes anciens suggèrent que les géants ont refusé de livrer leurs secrets aux 20 rois. Ce refus a marqué le début de l'isolement d'Elbaf et la perte de leur savoir technologique. Aujourd'hui, Vegapunk semble avoir redécouvert une partie de ses plans. La mer Flamme n'est qu'une pâle imitation de la source d'énergie originelle des géants. Le secret réside dans l'alliage utilisé pour les armures des géants d'autrefois. Cet alliage nommé fer d'éternité est indestructible par des moyens conventionnels. Les ruines sous l'eau autour de Wano cachent les prototypes de ces machines colossales. Chaque pièce du puzzle nous ramène à la figure de Joy Boy et son alliance avec les géants. Mais il y avait une ombre dans cette alliance, un architecte renégat qui cherchait plus de pouvoir. Cet homme a volé les secrets de la propulsion pour créer Uranus. Le chapitre 1154 suggère que les géants gardent encore une arme antique active sur leur île. Il s'agit du gardien de l'arbre, une sentinelle mécanique de la taille d'une montagne. Les liens entre la technologie d'Elbaf et les poneglyphes deviennent de plus en plus évidents. Les Kozuki n'étaient que les graveurs, mais les géants étaient les fournisseurs de la roche indestructible. Pourquoi une telle collaboration a-t-elle été effacée de l'histoire? Le gouvernement mondial craignait que l'union de la force des géants et de l'esprit du royaume oublié ne les renverse. Ils ont donc orchestré une famine artificielle pour soumettre les fiers guerriers d'Elbaf. Mais la flamme de la résistance ne s'est jamais vraiment éteinte dans le cœur des rois géants. L'histoire nous apprend que Rox d'Ixzebek a visité Elbaf bien avant Roger. Il n'y cherchait pas des guerriers, mais les plans originaux des bâtisseurs. C'est là qu'il a compris la véritable nature du monde, une machine brisée par ses créateurs. Ixzebek voulait utiliser la technologie des géants pour réparer le monde à sa manière. Les archives secrètes indiquent qu'il a réussi à activer un prototype à God Valley. Cette arme n'était pas un canon, mais un manipulateur de gravité issu des forges d'Elbaf. Le savoir des géants est donc la clé de la victoire finale pour Luffy. Sans ces outils, le Gear 5 ne pourra jamais atteindre son plein potentiel technologique. Car la véritable force du soleil réside dans sa capacité à alimenter les machines de l'ancien monde. Mais alors que les secrets d'Elbaf refont surface, une menace plus ancienne s'éveille. Le message de Vegapunk a déclenché un protocole de sécurité oublié depuis des siècles. Au sommet de la ligne rouge, les 5 doyens ne sont plus les seuls à s'inquiéter. Car si Elbaf tombe, c'est toute la technologie de l'humanité qui disparaîtra avec elle. Mais le plus grand mystère reste entier, qui était le véritable maître de la forge? Et si Rox n'était pas un destructeur, mais le dernier héritier légitime de ses bâtisseurs? La réponse se trouve dans un crime commis il y a 40 ans, lors d'une rêverie sanglante. Préparez-vous, car l'histoire de l'homme qui voulait devenir le roi du monde est bien plus sombre que ce que l'on nous a raconté. Dans l'ombre des géants, un souverain déchu attend son heure. Quel secret terrifiant Rox a-t-il découvert dans les archives d'Elbaf pour devenir l'ennemi juré du monde entier? Les archives d'Elbaf ne contenaient pas seulement des plans, mais la preuve d'une trahison millénaire commise par les 20 familles royales. Pour Rox, la vérité sur le siècle oublié n'était pas une curiosité historique, mais une arme de destruction massive contre l'ordre établi. Fort de ses connaissances interdites, le jeune prodige de la piraterie décida d'infiltrer le cœur même du pouvoir mondial lors de la rêverie. Il méprisait l'arrogance des dragons célestes qui se pavoisaient au sommet de la ligne rouge. Sous l'apparence d'un simple garde, Rox s'introduisit dans la salle des archives secrètes du château de la Pangée. Ce qu'il y découvrit dépassait ses pires cauchemars sur la corruption du gouvernement mondial. Son crime ne fut pas un simple vol, mais une profanation du trône vide au vu et au su des gardiens. Rox hurla au monde que la place du souverain ne devait pas rester vacante. La fuite de Marie-Joie fut un massacre sanglant où Xebek démontra pour la première fois sa puissance terrifiante.
Chassé comme une bête sauvage, il se réfugia sur une île maudite que personne ne voulait revendiquer, la Ruche. À l'époque, l'île de la Ruche n'était qu'un repère de parias sans loi et de déserteurs. Rox ne cherchait pas des amis mais des monstres capables de renverser des dieux. Il instaura un climat d'anarchie organisé où seule la force brute servait de monnaie d'échange. C'est ici qu'il commença à recruter les légendes de demain par la menace et la promesse de richesse infinie. Edward Newgate, l'homme le plus fort, fut le premier à ressentir l'aura dévorante de Xebec. Puis vint Charlotte Linlin, une force de la nature cherchant son propre utopie. Enfin, le jeune Kaido rejoignit cet équipage qui ressemblait plus à une poudrière qu'à une famille. La Ruche devint le centre du monde souterrain, un port franc où le gouvernement mondial n'osait plus envoyer ses navires. Rox passait ses nuits à étudier les courants marins et les positions des îles célestes. Il avait compris que le monde n'était pas une sphère parfaite, mais un mécanisme brisé par les anciens dieux. Son plan final était de percer le secret de God Valley, une île qui n'apparaissait sur aucune carte officielle. Les rumeurs parlaient d'un trésor capable de manipuler le climat même de la planète. Mais alors qu'il préparait son offensive, un traître au sein de son propre cercle commença à divulguer des informations. La marine dirigée par un jeune Garp sentait que l'équilibre du monde vacillait dangereusement. L'anarchie à la Ruche n'était que le calme avant la tempête qui allait s'abattre sur God Valley. De nombreux pirates périrent dans les luttes intestines avant même que le voyage ne commence. Rox ne montrait aucune pitié, exécutant lui-même ceux qui questionnaient ses ordres. Il pensait que le sang versé était le seul engrais capable de faire germer sa nouvelle ère. Pourquoi un homme si puissant a-t-il été effacé de l'histoire officielle par le gouvernement? La réponse réside dans la nature même du crime qu'il a commis à Marijois. Il n'a pas seulement attaqué des nobles, il a découvert l'existence du roi du monde. Cette révélation a transformé Rox d'un pirate ordinaire en une menace existentielle pour l'immuable. Sur la Ruche, il commença à graver cette vérité sur des piliers de pierre noire. Ces gravures sont l'origine des rumeurs qui hantent encore aujourd'hui Marshal Dietrich. Rox savait que s'il tombait, son testament devrait être porté par un successeur de sang ou d'esprit. La veille du départ pour God Valley, l'atmosphère sur l'île était devenue irrespirable. Les navires levaient l'ancre sous un ciel rouge sang, signe avant-coureur d'une apocalypse imminente. « Aujourd'hui, nous cessons d'être des pirates pour devenir les maîtres du destin », s'écria Xebec. L'équipage répondit par un rugissement qui fit trembler les fondations même de Grand Line. Pourtant, au milieu de cette ferveur, Rox gardait un dernier secret caché dans la doublure de son manteau. Quel objet si précieux Rox emportait-il avec lui pour garantir sa victoire contre les dieux eux-mêmes? Cet objet n'était autre qu'un fragment de la pierre originelle capable de manipuler la lignée génétique elle-même. Rox d'Exebec ne cherchait pas seulement à régner, mais à assurer sa survie à travers les âges par le sang. Dans les archives secrètes de l'île de la Ruche, une vérité terrifiante commence à faire surface. Marshal Dietrich ne serait pas le seul héritier direct de la volonté destructrice de Xebec. Le tempérament volcanique d'un certain amiral de la flotte cache en réalité une parenté bien plus profonde. Observez attentivement les traits de Sakazuki et comparez-les aux croquis perdus de la jeunesse de Rox. La rage d'Akainu contre les pirates n'est peut-être qu'une haine refoulée envers son propre héritage paternel. Mais le destin a une manière bien plus ironique de distribuer ses cartes dans ce jeu de pouvoir. Baggy le clown, l'homme qui semble toujours réussir par accident, porte lui aussi une marque spécifique. Rappelez-vous que Baggy a été trouvé dans un coffre à God Valley, tout comme Shanks. Et si Baggy n'était pas un simple bouffon, mais le fils caché qu'on a voulu protéger de la purge? Ces trois hommes représentent les trois visages de l'héritage de Xebec, l'ambition, la force et la ruse. Alors que le monde bascule dans le chaos, ces lignées se préparent pour la collision finale. Barbe Noire avance ses pions pour déterrer les secrets du siècle oublié grâce au sang de Xebec. Akainu, lui, est prêt à incinérer l'histoire, même pour que ce secret ne voie jamais le jour. Baggy se retrouve propulsé au sommet, devenant malgré lui le symbole d'une liberté chaotique. Mais au-delà de ces hommes, c'est l'âme de la pierre et de l'or qui se livrent bataille. Le chapitre 1154 suggère que l'or est le conducteur de la volonté, tandis que la pierre en est le réceptacle. Xebec avait compris que pour briser les dieux, il fallait transformer la pierre en or pur. Cette alchimie politique est ce qui a causé sa perte lors de l'incident de God Valley. Aujourd'hui, Luffy se dresse comme le contrepoids final à cet héritage de haine. Contrairement à Xebec, Luffy ne cherche pas à posséder le monde, mais à le libérer. Le conflit entre les dés n'est plus une simple guerre de pirates, mais une lutte pour l'âme de l'humanité. Le gouvernement mondial tremble car il sait que le secret de la lignée de Xebec va fuiter.
Si le peuple apprend qu'un amiral de la marine est lié au pire criminel de l'histoire, tout s'effondrera. Barbe Noire l'a déjà compris et utilise ce levier pour faire chanter les hautes sphères. Nous arrivons au point de non-retour où chaque secret devient une arme de destruction massive. La bataille finale ne se jouera pas seulement avec des points, mais avec la vérité sur les origines. Baggy pourrait bien être celui qui, par sa maladresse, révélera la pièce manquante du puzzle. Car au fond du coffre de God Valley, il n'y avait pas que des bébés, mais aussi le testament de Xebec. Ce testament contient les coordonnées de la source du pouvoir qui a créé les fruits du démon. Roxday Xebec voulait devenir le dieu de cette source pour réécrire la réalité elle-même. Mais la volonté de l'or, représentée par Roger et maintenant Luffy, s'y opposera toujours. Le cycle de la vengeance doit se terminer ici, dans les flammes du nouveau monde. Akainu devra choisir entre son devoir de soldat et sa vérité d'homme. Barbe Noire devra affronter le vide qu'il a lui-même créé dans sa quête de puissance. Et Baggy, enfin, pourra arrêter de jouer la comédie pour devenir le héros qu'il n'a jamais voulu être. L'ère de Xebec s'éteint pour laisser place à l'aube tant attendue par les peuples opprimés. Les liens du sang ne sont rien face aux liens du cœur et à la promesse d'un futur libre. Ainsi s'achève la chronique de l'héritage des flammes, là où le passé et le futur ne font plus qu'un.